La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica TV. La rentrée scolaire risque d'être perturbée par le mouvement de grève des enseignants. Les professionnels de la Crête Blanche obligent le gouvernement de réajuster leur salaire au taux fixé par le budget. Déclaration à suivre dans un instant. Que se passe-t-il réellement à la base de la MONUSCO de Kananga si le gouvernement demande toute incursion des FARDC? À la MONUSCO, on déplore l'acte commis par les éléments de l'armée nationale. Vous suivrez dans cette édition de point de presse hebdomadaire de la mission des Nations Unies au Congo. Les médecins de la République démocratique du Congo en grève. Invité du journal, Dr Juvenal Mwanda. Il est le secrétaire général du syndicat des médecins du Congo, SIMECO, l'un de deux syndicats en République démocratique du Congo qui regroupe les médecins congolais. Dr Juvenal Mwanda, bonsoir. Bonsoir, madame. Après les professeurs d'université, les médecins, finalement, vous décidez de radicaliser la grève. Pourquoi? Madame, la radicalisation de la grève de médecins est une décision consécutive à une déception enregistrée auprès des médecins du fait que le cahier des charges déposé au gouvernement de la République, analysé par une commission ad hoc mise en place par le gouvernement de la République et dont les conclusions ont été rendues auprès du premier chef du gouvernement, n'a pas rencontré la validation du gouvernement de la République. Voilà ce qui explique la déception des médecins et donc qui a conduit les médecins à prendre cette position que d'aucuns jugeraient des radicales. Je vous retrouve tout à l'heure. Et d'abord, cette nouvelle, une délégation angolaise conduite par Carolina Serqueira, ministre congolaise de la Culture et des Arts, a été reçue ce mercredi par le président Joseph Kabila à Kinshasa. Cette délégation est venue transmettre au chef de l'État le message de son homologue angolais José Eduardo dos Santos en rapport avec la région angolaise de Mbanza Congo, proclamée par l'UNESCO en juillet dernier patrimoine de l'humanité. Pour la ministre angolaise de la Culture, la proclamation de Mbanza Congo comme patrimoine de l'humanité est une question qui concerne l'Angola, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et le Gabon, vu le grand programme projeté par ces pays de la même région quant au développement du tourisme, de la culture et des autres richesses. Je le disais à l'ouverture de cette édition, les élèves risquent de se retrouver seuls dans les salles de classe lundi prochain, jour de la rentrée scolaire. Au cours de l'Assemblée générale du syndicat des enseignants du Congo, les professionnels de la Crête Blanche exigent notamment le réajustement de l'enveloppe salariale au taux fixé par le budget en cours avant toute reprise du travail. Nadine Maïfiloa, Serge Métélési. Pas des rentrées scolaires ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue de la République. Décision prise ce matin par les professionnels de la CRE au cours de l'Assemblée générale du syndicat des enseignants du Congo. Et pour cause, les enseignants constatent le non-respect des engagements pris par le Premier ministre de payer les salaires au taux fixé par la loi des finances adoptée par les deux chambres du Parlement. DESIECO demande 1. Aux associations des parents sans base légale de cesser de trahir et d'interposer dans les problèmes des enseignants. 2. Aux églises d'être au milieu du village en privilégiant des solutions durables aux problèmes récurrents des enseignants par les gouvernements au lieu de continuer à soutenir la prise en charge des enseignants par les parents déjà paupérisés et incapables de scolariser leur progéniture. Ce système odieux et diabolique a terni gravement l'image de marque de notre enseignement. Aux enseignants
de prendre leurs responsabilités en respectant les mots d'ordre de leurs syndicats respectifs et de rester à la maison. Les syndicats des enseignants du Congo restent par ailleurs ouverts à un dialogue constructif. Et pendant ce temps, les professeurs de l'université de Kinshasa décident de prolonger le mouvement de grève débuté depuis le 7 août dernier à l'issue de leur assemblée générale tenue hier. Ils disent n'avoir constaté aucune réponse concrète à leurs revendications. Les professeurs invitent le gouvernement à s'assumer. Ange Makadi, Tapilutunu et Manitango, reportage. Réunis pour examiner leur situation, les professeurs de l'université de Kinshasa n'ont constaté aucune réponse concrète par rapport à leurs revendications. Ils ont décidé donc de poursuivre leur mouvement de grève déclenché depuis le 7 août dernier. Reconnu comme légitime aussi bien par l'autorité politique que par l'ensemble de notre peuple. Ces revendications se résument essentiellement à l'application de la loi cadre de l'enseignement promulgué par le chef de l'État depuis le 11 février 2014, au réajustement des salaires au taux budgétaire 2017 et au remboursement du trop perçu sur le contrat d'achat véhicule. Pour cela, et à cause des tergiversations et promesses non tenues, les professeurs décident à l'unanimité de poursuivre la grève. Il est temps que le gouvernement de la République prenne toute la mesure de ses responsabilités face à la grève que vit la population, ainsi qu'à ses engagements librement consentis. Une nouvelle évaluation est prévue le mardi 12 septembre prochain. Et à la veille de la rentrée scolaire, les mouvements s'organisent pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école dans des bonnes conditions. C'est le cas de l'Association des jeunes pour l'éducation. La structure a lancé ce mercredi une campagne dénommée École Eza Mombongote. À travers cette campagne, l'association entend lutter contre le monnayage de l'enseignement en République démocratique du Congo. Jefté Toleni, Gérès Chimang. La campagne vise entre autres à décourager les mauvaises pratiques qui tendent à monnayer les actes scolaires. École Eza Mombongote est fondée sur 4 axes majeurs, à savoir l'enquête sur terrain, le plaidoyer, le monitoring et enfin la sensibilisation. Ce que nous constatons actuellement est que les actes scolaires sont monnayés. L'école est devenue une source de revenus pour leurs tenanciers et l'école prend de plus en plus l'allure d'un établissement commercial. Bientôt, il y aura la rentrée scolaire. Nous assistons à ces phénomènes de la réinscription payante et obligatoire dans les écoles, ce qui n'existait pas les années passées. Nous assistons à ces phénomènes de vente et achat obligatoire des uniformes, des imprimés et autres fournitures scolaires dans les écoles. L'école n'a pas reçu de la part de la communauté la mission de vendre, l'école a reçu la mission de transmettre les savoirs. Pour le secrétaire général de l'Association des jeunes pour l'éducation, la réussite de la dite campagne nécessite l'implication de tous. Pour décourager ces actes, il faut dénoncer. Et il y a un slogan que nous avons lancé, Nazo Funda, où chaque parent est impliqué. Voir les autorités, le patron de l'éducation qui est le gouvernement, envie de plaider pour la cause de l'enfant. Lancée officiellement le 21 août dernier, la campagne École Eza Mombongote va se clôturer le 21 décembre prochain. Entre-temps, au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le ministre persisté signe. La rentrée scolaire est fixée pour le 4 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans un autre chapitre, cette polémique dans un communiqué signé par Lambert Mende, le gouvernement se basant sur le rapport de la hiérarchie militaire dément toute incursion des éléments des FARDC dans une base de la MONUSCO à Kananga dans le Kasaï central. Les détails avec Kamendi Mwani.
Pour le porte-parole du gouvernement congolais, les rapports de la hiérarchie militaire locale FARDC démontrent toute incursion des militaires congolais dans une base de la MONUSCO à Kananga. L'incident aurait concerné des éléments de force loyalistes, poursuivant plutôt un individu présumé pourtant auteur de tentatives de constitution d'un nouveau groupe armé dans cette région qui sort à peine d'un cycle de violence indicible et qui s'est réfugié dans une base de la MONUSCO en se présentant comme un journaliste, ce qui ne serait en tout état de cause fonder une quelconque immunité en sa faveur. Des témoins affirment, selon le porte-parole du gouvernement, que les soldats n'ont pas pénétré dans l'enceinte de la base. Ils en ont référé à leurs supérieurs. C'est ce qui explique que l'individu n'ait pas été appréhendé et a ainsi bénéficié de l'asile de la représentation locale de la MONUSCO. L'affaire sera, selon le gouvernement, dorénavant suivie par les autorités gouvernementales et judiciaires congolaises compétentes pour qui la MONUSCO n'a pas vocation à protéger des auteurs des faits criminels au motif qu'ils seraient journalistes. Ce serait attentatoire au droit international et à l'accord de siège conclu entre la RDC et l'ONU. Propos de Lambert Mendeo Malanga, porte-parole du gouvernement. En réaction, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo déplore que le gouvernement congolais, par son porte-parole, affirme qu'il n'est pas question de permettre la représentation onusienne de laisser des personnes poursuivies se réfugier au sein de leurs locaux. En réponse à cette réaction, la MONUSCO persiste et signe. Il est intolérable de violer ces locaux. Amen Dimwani et Théodore Chiteli. Effectivement, pas mission de protéger des criminels, mais à ce que je sache, la personne qui s'est présentée est entrée avec une carte de presse et à notre connaissance, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été identifié par nous comme criminel. C'est pas le comportement du gouvernement congolais, c'est le comportement d'un groupe. Oui, il a réagi. On va pas commenter et réagir et surréagir. Non, ce qu'on veut juste dire, c'est qu'il y a effectivement eu une intrusion de soldats dans des locaux de la MONUSCO et que nous demandons à ce que le gouvernement congolais prenne des mesures et surtout fasse en sorte que ça ne se reproduise pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entente ou de bon ou de mauvais climat. Il y a un processus en cours qui est celui de la mise en œuvre du mandat, qui est de protéger la population et de soutenir la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. On reste un moment à la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Le rendez-vous de tous les mercredis a été respecté. La situation dans l'espace Kasaï, le choléra dans le Nord Kivu et la rumeur autour de la fermeture éventuelle de Radio Okapi ont été abordés au cours de cette conférence. Le face-à-face avec la presse. Amen Dimwani et Manitangu, compte rendu. Tout d'abord, la situation sécuritaire et humanitaire dans le Kasaï, toujours préoccupante jusque-là. L'USAID a annoncé un financement de plus de 8 millions de dollars pour la réponse humanitaire, ce qui porte à 26,1 millions de dollars, soit 40% des financements sollicités. Autre situation humanitaire urgente, celle de l'Ituri, dont un plan de réponse a été proposé par OCHA en faveur de sinistrés de l'éboulement des terrains survenus dans la localité des Tara. Le choléra secoue le Nord Kivu. La MONUSCO s'en préoccupe aussi. 22% actuellement des cas de choléra sur le territoire national viennent du Nord Kivu, car je crois qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement dans l'alimentation en eau potable à Goma. Alors les tendances pour le choléra ne sont pas très bonnes. L'évolution de l'épidémie à ce jour est plus importante qu'à la même période l'année dernière. Autre préoccupation entre la cellule de communication de la MONUSCO et les journalistes de Kinshasa et Goma, l'essor des radios Okapi, dont des rumeurs ont annoncé la fermeture prochaine. Non, Okapi ne fermera pas, a-t-on rassuré, mais il y aura une diminution de personnel. Je pense qu'effectivement la rumeur est venue du fait qu'une réduction du personnel est prévue. Il faut savoir que dans la réduction du personnel, c'est la partie militaire, police, qui prennent le plus gros. Pour les civils, ça représente à peine 8%. Mais il n'empêche que, comme je le disais, même si il y a des réductions de personnel à Okapi, la radio continuera à fonctionner, à opérer et à émettre sur le territoire congolais. Yannick Mouyamba, avec vous, la suite du journal. Oui, Rachel, l'actualité, c'est aussi que cette clôture, hier mardi, de la conférence des universitaires congolais
axé sur le thème « Nation congolaise en péril, la responsabilité des intellectuels congolais ». Au terme des 2 journées, les participants ont adhéré au manifeste des citoyens congolais signé récemment à Paris, en France. C'est un récit de Rachel Kitita, Eric Ndongala. Dans la déclaration finale de cette conférence qui a connu la participation des plusieurs professeurs dont Jacques Joly, Denis Mukwege ou encore Freddy Matungulu ainsi que de quelques membres du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution, les professeurs d'université ont exigé la restauration de l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017. Ils ont invité de ce fait les autres intellectuels à se joindre à eux pour assumer leur responsabilité sociale envers le peuple appelé à se mettre debout pour restaurer. On note que les universités congolaises font partie de la société civile et prennent acte du manifeste citoyen adopté par la société civile et demandent à l'ensemble du peuple congolais de se mobiliser en conséquence. La nation congolaise est en péril, disent-ils, voire à la dérive. Et on note partout dans le pays des violations de la Constitution, de loi de la République, des atteintes aux droits de l'homme, l'insécurité et la pauvreté généralisée, atteintes graves à l'indépendance de la CENI, l'instrumentalisation de la police, de la justice, de l'armée, de la police et des autres services de sécurité. Ainsi, les universitaires congolais s'insurgent contre les phénomènes de fabrication, des infractions, le montage des procès, les arrestations et détentions arbitraires et les décisions judiciaires iniques dont sont victimes les opposants, des activistes des droits de l'homme, des citoyens, et en appellent les instances concernées à apparaître à cette situation. Les universitaires congolais exigent la restauration de l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections le 31 décembre 2017 au plus tard. Ils ont en outre plaidé pour l'autonomie de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Et puis en économie, depuis 2 semaines, la Banque centrale du Congo est en discussion avec la Confédération des cambistes du Congo. Enjeu, assainir le secteur qui demeure encore dans l'informel, à en croire le secrétaire général de la COCAM. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment l'interdiction d'affichage de taux de change sur la place publique en dehors de bureaux de change. Suivez ce compte rendu. Il était question au cours de la rencontre entre la Banque centrale et la Confédération des cambistes du Congo de trouver une solution concertée face à la situation de change en RDC. Puis il y avait question qu'on puisse un peu mettre hors activité tous ces cambistes qui sont dans la rue. Mais il y a un constat qui a été fait par rapport au nombre de bureaux d'échange agréés. Ils avaient compris que sur toute l'étendue de la République, il n'y avait que 23 bureaux agréés, plus des qui étaient en voie d'agrément. Mais par contre, il y avait aussi plusieurs bureaux qui fonctionnaient sans agrément. Question alors, comment la COCAM s'organise-t-elle à accompagner la Banque centrale du Congo à atteindre cet objectif? Nous sommes convenus que nous devions identifier d'abord tous les cambistes, question de limiter ceux qui sont cambistes et ceux qui ne sont pas. Pour le secrétaire général de la COCAM, la mesure prise par l'autorité monétaire, celle d'institutionnaliser les secteurs d'échange en RDC, contribuera à l'édification du système financier et à stabiliser la monnaie locale. Parce que la Banque centrale maintenant sera à mesure de connaître qui sont dans les secteurs, puisque tout le monde sera identifié, il y aura beaucoup de bureaux d'échange et à chaque jour vers la clôture, tout le monde va faire les rapports. Avis que ne partage pas cette analyste économique. La mesure a déjà été tentée à l'époque du défunt président Laurent Désiré Kabila. Mais ceci dit, ce sont les conditions d'agrément qui posent problème par rapport à ces petits cambistes. On parle d'un montant d'à peu près $2000 à immobiliser, à verser auprès de la Banque centrale du Congo. Or, vous savez très bien que ces cambistes ne disposent guère de plus de 100 à $150 de capital propre. Donc, en fin de compte, à mon avis, c'est une mesure qui aura un impact négatif à terme. Et puis, tournant la page, à présent, c'est le sport. Avec cette sortie inattendue, le Football Club Shark 11 a décidé de suspendre sa participation au championnat de la Ligue nationale de football. Le club de la capitale motive sa décision par ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de ce championnat. Récit de Junior Bompema, Eric Kalambay.
L'heure est grave. Après les refus de prendre l'inscription lors de la dernière édition de la Coupe du Congo de football, le Shark 11 FC annonce cette fois-ci la suspension de sa participation au championnat de la Linafoot. Plusieurs raisons sont évoquées à cet effet, précise Marcel Lunda. À l'issue des saisons, nous nous plaignons souvent du désordre dans lequel se déroule le championnat. Les violences dans les stades, c'est un secret pour personne. Le favoritisme dans les bureaux. Les reports intempestifs des matchs, les sanctions infligées de façon partielle et partiale. Il y a des clubs qui n'ont que des droits et d'autres qui n'ont que des devoirs. De sorte qu'à l'issue de cette saison, le conseil d'administration du club Omnisport Shark Club, le conseil d'administration, après avoir évalué la situation dans laquelle s'est déroulé ce championnat, qui n'est pas différente de la façon dont les autres championnats se sont déroulés, le conseil d'administration de Shark Club, disais-je, a décidé de suspendre la participation de l'équipe de football Shark 11 de la Linafoot. Contacté à ce sujet, le comité de gestion de la Linafoot a préféré donner sa langue au chat. Une chose est certaine, c'est que le comité du Shark FC n'y est pas allé en ignorant parce qu'il sait que l'équipe ne court aucune sanction. Après cette décision, car à l'heure où nous parlons, le calendrier n'est pas encore publié, d'autant plus que l'article 208 prévoit la relégation du club si jamais la décision était prise après la publication du calendrier. Voilà qui couvre les clubs chers à l'honorable Zoé Kabila. C'était l'essentiel de ce que j'avais à dire à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Yannick, à mercredi prochain. Et sachez que du côté de Kananga, on apprend que l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace kassaïen non encore enrôlés débutera le 4 septembre prochain. Et puis cette confirmation du ministre provincial des mines de la province de Lualaba, il y a eu effectivement glycérine de terrain. C'est ce qu'il a confirmé ce mercredi. Le secrétariat exécutif du gouvernement du Lualaba fait également le bilan. Il s'agit de quelques blessés, mais on note pas de perte en vie. Disons 4 corps ont été découverts dans les éboulements. La suite vous sera donc donnée dans notre édition de demain. Et je rappelle pour ceux qui nous suivent en cours que ce journal reçoit comme invité le docteur Juvenal Mwanda. Il est secrétaire général du SIMECO, le syndicat des médecins du Congo, l'un des 2 syndicats des médecins en République démocratique du Congo. Alors docteur, d'abord, s'il faut faire une différence entre le SINAMED et le SIMECO, la nuance se situe à quel niveau? Mais tout ce que l'on sait, le SIMECO est une dissidence du SINAMED. On parlait de distance, madame, c'est peut-être y donner une connotation pas très heureuse, mais le SIMECO, c'est un des 2 syndicats de médecins créé bien après le SINAMED, qui pendant près de 20 ans était le syndicat unique de médecins. Le SIMECO a été créé il y a 5 ans avec l'ambition de s'occuper non seulement des médecins du secteur public, mais aussi ceux du secteur privé. Alors maintenant que vous décidez de radicaliser la grève, que deviennent les malades? Une question que certains se posent, est-ce que vous foulez au pied votre serment d'Hippocrate, celui de prendre en charge des malades, ou plus ou moins l'éthique de soigner ceux qui sont dans le besoin? Madame, la grève, c'est une grande et grave décision et elle n'est pas prise à la légère. Il y a des revendications des médecins qui sont à la base de cette grève qui nous obligent, contre notre bon vouloir, de nous défaire un moment de notre mission naturelle de soigner les malades, et ce, dans le seul souci de nous faire entendre auprès de l'autorité. Nous avons 3 principales revendications. Lesquelles? Quelles sont ces revendications? La première, elle est relative à l'actualisation de la rémunération des médecins en se référant à la base de référence décidée par le gouvernement lui-même en 2004. Vous dites actualisation de la rémunération des médecins. Exact. Deuxièmement,
c'est la paye de près de 4000 médecins qui travaillent dans les services publics de l'État, sans salaire ni prime. Et la troisième principale revendication, c'est la promotion, la titularisation en grade, conformément à la nouvelle nomenclature au grade actualisé du statut spécifique des médecins des services publics d'État, car la dernière promotion en grade pour les médecins remonte à 1993, soit 24 ans après. Voilà trois principales revendications qui ont été coulées dans les cahiers de charges des médecins. S'il faut parler concrètement, disons le chiffre et appelons le chat par son nom, s'il faut actualiser le salaire des médecins de la République démocratique du Congo, ça doit passer de combien à combien que les téléspectateurs comprennent exactement? Madame, nous aimerions ici juste donner des indications. Pour parler en termes d'indications, le médecin général, qui est en fait l'équivalent en matière de base de référence du professeur honnête de l'enseignement supérieur, touche à ses jours près d'1 million de francs congolais, alors que le professeur honnête de l'enseignement supérieur en touche 1,9 million. La toute première revendication en matière de rémunération pour les médecins consiste donc à corriger cette injustice par rapport à un engagement pris par les gouvernements de la République. Le reste, le deuxième volet, qui est en fait la paye au taux de 1425, constitue pour le médecin un volet général qui devra être d'application automatique dès lors que le gouvernement de la République l'applique pour l'ensemble des médecins, pour l'ensemble des agents et fonctionnaires publics de l'État. À quel taux vous êtes payé aujourd'hui? Mais le taux est celui de 930 de l'exercice budgétaire 2016. Le dernier médecin, il touche combien? Il touche près de 650 millions de francs congolais, très loin du plus jeune magistrat. Et jusqu'à quand allez-vous radicaliser votre grève? Madame, nous l'avons dit tout à l'heure, la radicalisation de la grève, c'est une grave décision. Et elle a été prise parce qu'il y avait un dialogue en cours, des travaux ont été tenus en vue de proposer des pistes de solutions aux problèmes posés. Ces pistes de solutions ont été proposées à l'autorité, mais elle n'attendait que validation. Malheureusement, cette validation n'est pas arrivée. Donc, jusqu'où nous allons faire la grève radicale, eh bien, c'est jusqu'à ce que l'autorité aura à rencontrer les préoccupations du juste légitime et fondé des médecins. Et nous sommes convaincus que le gouvernement de la République démocratique du Congo, que j'estime un gouvernement responsable, ne va pas laisser la population, ne plus être capable de consulter les services sociaux le plus accessible pour elle. Point de besoin de rappeler ici que notre population n'a pas suffisamment de moyens pour aller consulter en privé, et donc le gouvernement est appelé à prendre ses responsabilités. Et c'est dans le même cadre que nous avons saisi son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vue de son implication pour que des solutions concrètes soient trouvées par rapport à ces revendications des médecins. Radicalisation de la grève pratiquement dans les hôpitaux, ça se passe comment? Ça veut dire que vous n'allez plus dans les hôpitaux, vous ne faites plus un tour de ce côté, ce sont les infirmiers qui travaillent à votre place? Non, madame, la radicalisation, en ce qui nous concerne, porte sur le fait que nous n'assurons plus les consultations externes, ni les urgences. Mais il faut reconnaître que nous continuons à prendre en charge les malades déjà hospitalisés par simple devoir déontologique, car nous sommes liés avec ces malades par un contrat de fait. Mais est-il que les dispositions du Code de déontologie médicale, à son article 22, nous autorisent le pouvoir d'arrêter les soins dès lors que les conditions ne nous les permettent plus? Et pour le cas d'espèce, il y a des conditions pour que le malade ne soit pas préjudicié du fait de cet arrêt de l'exercice de notre profession. Et donc, nous avons jusqu'à vendredi pour évaluer la situation et savoir si finalement les malades que nous continuons à prendre en charge du fait que nous sommes liés à eux par ces contrats de fait vont finalement comprendre qu'en cas d'absence de solution, il faille qu'ils aillent dans d'autres institutions ou alors qu'ils acceptent d'être mis à la disposition des médecins mandataires. Docteur Juvenal Mwanda, de toute façon, les médecins qui sont en grève n'ont rien à perdre parce que pour la plupart, vous êtes propriétaires, ils sont propriétaires de leur propre clinique vers lesquelles ils canalisent les patients. Ce n'est pas évident, madame, parce que
Je venais de le dire tout à l'heure. Et puisque c'est un métier libéral, comme le journalisme, vous avez des consultations à gauche, à droite. L'exercice de la profession médicale, plusieurs certes, formations hospitalières où vous vous consultez. il est libéral. Mais nous venons de le dire tout à l'heure. Combien des citoyens congolais sont capables de consulter en privé et de payer les frais requis pour avoir des prestations sanitaires en privé? Ils ne sont pas nombreux. Donc il ne faudrait pas se faire l'illusion que quand les médecins de services publics de l'État grèvent, tout le monde se déploie en privé. En conséquence, les médecins n'ont rien à perdre et qu'ils ont à gagner à rester à la maison. S'il en était ainsi, nous ne ferons pas la grève. Chacun des médecins abandonnerait carrément les services publics pour s'occuper de cette même population en privé et finalement trouver son compte dans l'exercice de sa profession, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que ce côté humain vous dérange quant à l'idée de savoir que parce que vous êtes absent de l'hôpital, une personne risque de mourir à cause de la grève? Madame, l'exercice de la médecine, c'est une lourde tâche, c'est une vocation. Et c'est tout ce que nous faisons qui est rattaché aux malades, touche même ce qu'il y a de plus profond dans notre attachement aux malades, à savoir le dévouement permanent. Et le seul souci que nous devons avoir en tant que médecins, c'est lui de préserver la santé de notre population, la santé de notre malade. Mais est-il que le médecin, c'est un être humain qui respire, qui boit et qui a des obligations autant que tout autre être humain, et donc qui, pour vivre, pour remplir les devoirs qui sont les siens, a besoin d'être mis dans des conditions telles qu'il ne puisse avoir d'autres soucis que le bien-être de son malade. Et c'est là que Hippocrate, le père de la médecine, a pris soin, tout en parlant des aspects de déontologie à travers les serments qu'il nous a laissés, a laissé au médecin les testaments d'Hippocrate qui voudrait que le médecin soit mis dans de très bonnes conditions, qu'il ait la latitude de mettre le meilleur parfum de la ville, qu'il ait un bon point, bref, que les conditions minimales pour qu'il n'ait point d'autre souci que celui de soigner le malade ne puissent plus exister. Donc, à ce jour, il y a lieu de constater que le médecin, contre sa volonté, a été obligé d'exprimer un ras-le-bol en prenant la grave décision de suspendre ses prestations habituelles pour réclamer ce qu'il y a de plus essentiel pour son existence. Et pour le cas d'espèce, nous sommes convaincus que notre population qui nous suit nous comprend pertinemment bien que, au-delà de notre vocation, nous avons le droit de vivre. Comment vous faites le suivi de ceux, par exemple, qui font la queue pour des antirétroviraux? Il suffit de passer en face de la maison mère, disons la RTNC, sur Cabinda, pour se rendre compte du fil d'attente des patients qui veulent se procurer des médicaments. Qu'est-ce que vous faites pour ces patients que vous suivez déjà, mais parce que vous ne venez pas à l'hôpital consulter? Quel est le sort de ces patients? Nous devons relever qu'il y a des unités spécialisées qui prennent en charge les malades. Je vous donne l'exemple des banques de sang. Quelle que soit la radicalisation de notre mouvement de grève, il y a des unités qui, pour des raisons humanitaires et pour l'intérêt supérieur de notre population, parce que nous ne faisons pas la grève contre la population, mais nous faisons la grève pour amener l'autorité à reprendre un dossier qu'il a eu à traiter, pour lequel des pistes de solutions ont été proposées, mais dont l'aboutissement à ce jour n'est pas heureux. Et donc, il y a des dispositions spéciales qui sont prises pour cette catégorie de malades qui, il faut le reconnaître, ne peuvent pour aucune raison au monde voir leur traitement interrompu du fait d'une action comme celle qui est la nôtre. Est-ce que ce mouvement de grève radical est également suivi dans les restes de province en dehors de Kinshasa? Naturellement, c'est une grève nationale et vous comprenez que la possibilité d'observer un mouvement de grève dans la ville de Kinshasa est toute différente de
certaines provinces qui, au regard de la superficie, au regard de l'isolement des médecins, est difficile finalement cette observation à pouvoir être palpée comme vous le ferez dans une institution comme les institutions des grandes villes du pays. Donc, je peux vous confirmer en toute responsabilité que ces mouvements de grève est suivi à travers l'ensemble du territoire national. La première évaluation aura lieu, vous le dites, vendredi prochain. Et là, vous pouvez décider de suspendre la grève, de continuer ou de revenir au système du service minimum dans les hôpitaux? Effectivement, la première évaluation aura lieu le vendredi prochain, le 1er septembre. Et à l'issue de cette évaluation, il n'y aura que deux possibilités, soit que l'autorité aura, dans les 48 heures, à rencontrer des revendications des médecins, auquel cas la grève sera levée. Sinon, la grève va se radicaliser davantage par, cette fois-ci, notre désengagement total vis-à-vis des malades, même ceux que nous sommes en train de convaincre d'aller dans d'autres institutions hospitalières ou alors d'accepter d'être suivis par les médecins mandataires. Mais je dois vous affirmer que nous gardons, nous médecins, un regard positif et nous restons optimistes quant à l'issue de la grève, car nous sommes convaincus que nous avons affaire à un gouvernement responsable qui ne va pas amener les médecins à des positions aussi extrêmes et qui, pour l'intérêt de la population, va faire aboutir ces revendications que lui-même a jugées de légitimes et fondées. Est-ce que vous exigez du gouvernement l'exécution ou une réponse favorable à vos trois préoccupations contenues dans votre cahier de charges, ou les solutions peuvent aller graduellement? D'abord, le gouvernement peut décider d'actualiser la paye des enseignants, mais par après, voir comment payer les près de 4000 médecins qui ne sont pas encore, et ensuite, cette question des promotions des médecins. Il faut reconnaître que nous avons proposé des pistes claires. Parlons des 4000 médecins non payés. On ne va pas les payer tous le même jour. Là est difficile et nous en sommes conscients. Il a été demandé au gouvernement de la République de donner un signal fort en alliant 500 médecins au départ et de faire un planning pour le reste. Cela redonnerait de l'espoir à ce groupe de médecins qui demeurent sans salaire ni prime. Pour la rémunération, il y avait des barèmes intermédiaires qui étaient proposés. Nous avons convenu qu'en vertu des difficultés de trésorerie que connaît actuellement le gouvernement de la République, que la correction à 100% ne s'efface pas d'emblée, mais qu'on y aille avec le principe de progressivité. Donc, les syndicats ont toujours été ouverts à cet effort progressif que devait faire le gouvernement de la République en vue de rencontrer les préoccupations des médecins. Donc, nous pensons à ce jour qu'il est du devoir du gouvernement de la République, et c'est là que nous lançons solennellement un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous avons déjà officiellement saisi, pour que, de par son intervention personnelle, que le gouvernement de la République trouve finalement des solutions concrètes et valides, les conclusions de cette commission que ces experts ont eu à lui proposer et qui n'attendent que validation pour que notre population respire et que les médecins retrouvent la quiétude socio-professionnelle qui doit leur permettre de produire un travail à la hauteur de la noblesse de leur profession. On va terminer, docteur, par ces deux petites questions. Est-ce que le médecin congolais est fier du travail qu'il abat? Nous sommes très fiers du travail que nous abattons. Dans des conditions certes difficiles, mais nous pouvons dire avec fierté, avec patriotisme. Car si nous faisons une étude de la rémunération des médecins dans le pays frontalier, vous allez vous rendre compte que les médecins congolais ne sont pas le mieux servis. Mais c'est avec patriotisme que nous servons. Et d'ailleurs, ce patriotisme se vérifie par la vie de ces 4000 médecins, dont certains travaillent depuis 4 ans, 5 ans sans être payés, mais qui produisent un travail de qualité
pour l'intérêt de notre population. Et pourquoi la plupart de nos dirigeants, pour un petit bobo ou pour des soins de check-up, prennent leur avion pour aller consulter aux États-Unis, se faire consulter en Belgique, à Paris, en Afrique du Sud? Pourquoi ils ne restent pas en RDC? Est-ce que ça remet en cause la qualité de votre travail ou c'est pour autre raison? Nous ne pensons pas qu'il soit question d'un problème de qualité du travail. Encore, s'il y a un problème de qualité, les dirigeants devraient avoir une responsabilité, car le médecin a l'obligation des moyens et non des résultats. Et les plateaux techniques, lorsqu'il ne lui permet pas de s'exprimer au maximum, il ne faut pas attendre des résultats extraordinaires. Mais ici, j'aimerais relever un fait. Nos autorités, s'ils vont souvent à l'étranger, je crois que le premier motif, c'est un besoin de confort. Et le deuxième motif, il y en a, il faut le reconnaître, c'est pour des raisons de sécurité. Et d'autres, des raisons que nous ne maîtrisons pas très bien. Le médecin congolais, cela est démontré à travers le monde, ont une grande expertise et beaucoup de ces autorités sont parfois surprises d'être soignés à l'étranger par leurs propres concitoyens qu'ils auraient dû soigner correctement au Congo avec une bonne rémunération et qui auraient pu leur donner de bonnes prestations dans leur propre pays. Merci beaucoup, Dr Juvenal Mwanda, d'être venu nous parler finalement de cette question de la grève des médecins. On a terminé, peut-être un dernier appel en 30 secondes. Si vous avez un appel à émettre à l'endroit du gouvernement congolais. Nous avons 3 messages au gouvernement de la République. Nous sommes des partenaires, nous sommes convaincus que nous allons arrêter cette souffrance que vit notre population, et ce, en nous accordant dans les 48 heures pour que cette grève ne se radicalise pas. À notre population, nous tenons à vous remercier pour le soutien et la compréhension dont vous faites montre à notre égard, car nous sommes aussi une partie prenante de cette population qui souffre, et nous sommes fiers que vous compreniez que notre grève n'est pas une punition envers la population, mais plutôt une expression de nos revendications les plus légitimes. Et enfin, aux médecins, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement et surtout pour le respect du mot d'ordre qui vous a été donné, car seule notre auto-prise en charge peut nous amener des conditions meilleures de travail, mais aussi un meilleur traitement par notre employeur. Juvenal Mwanda, secrétaire général du SIMECO, syndicat des médecins du Congo en dehors de nos frontières. Plus de 2 millions de musulmans des 4 coins du monde ont entamé ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont déjà arrivés en Arabie Saoudite, alors que Téhéran et Riyad sont toujours en froid et n'ont pas rétabli leurs relations diplomatiques. Un début de dégel entre les deux pays semble peut-être se dessiner. Plusieurs responsables iraniens ont affirmé qu'il fallait séparer les relations bilatérales et le pèlerinage à la Mecque. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous nous suivez également à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV, disponible dans au moins 30 pays sur le canal 98. Très bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Ouvrons cette revue de presse par l'évaluation du processus électoral. Géopolis Hebdo parle de l'arrivée d'une forte délégation gouvernementale à Kananga et explique que l'évaluation à laquelle va procéder la délégation venue de Kinshasa consistera à voir dans quelle mesure lancer les opérations d'enrôlement des Congolais de l'espace Kasaï qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Elle va également préparer la tripartite CENI-CNSA, gouvernement attendu
pour lever les grandes options relatives à l'élaboration du calendrier électoral pour les futures échéances. Mais attention, Eve Bazaïba, coordonnatrice du Front pour le respect de la Constitution citée par la Prospérité, met en garde contre tout renvoi des élections au-delà du 31 décembre 2017. Laurent Batoumona, quant à lui, exige également l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au-delà donc de l'évaluation des Kananga, le schéma des évêques est encore exigé. Le pays va donc très mal, il n'est pas bon de tomber malade ces derniers temps à Kinshasa. Forum des As nous apprend que le médecin nous rappelle que les médecins ont radicalisé leur mouvement de grève depuis lundi dernier. Et comme les médecins, les enseignants de l'école primaire et secondaire revendiquent également l'alignement de leur salaire sur le taux fixé dans la loi des finances de l'exercice en cours. Dans son édito, les Palmarès expliquent que la rentrée scolaire 2017-2018 se présente sous des perspectives bien pénibles pour les parents d'élèves congolais. Si le gouvernement n'y prend garde, le taux de déperdition scolaire sera plus important encore cette année qu'il ne l'a été précédemment, conclut le quotidien. Un autre mouvement de grève, c'est celui de professeurs de l'université de Kinshasa qui ont décidé de poursuivre leur mouvement lancé depuis le 7 août dernier. Selon la tempête de tropique, les professionnels de la CRE au niveau universitaire affirment n'avoir bénéficié d'aucune réponse favorable de la part du gouvernement en rapport avec leurs revendications auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Vers un septembre très laborieux, donc pour Bruno Tshibala, c'est le courrier de Kinshasa qui l'a dit. Plutôt que continuer à bercer les grévistes de discours pompeux et creux en entretenant l'illusion d'un esprit perdu d'avance, il faut à présent chercher à allier l'acte à la parole ou mieux passer au concret. Cela passe nécessairement par l'amélioration du climat des affaires et pour ce faire, le Premier ministre cité par l'Avenir veut combattre la corruption, la fraude fiscale et douanière et la perception des taxes et frais d'intervention ou administratifs illégaux sur l'ensemble du pays. Fin de cette revue, à très bientôt. Tout d'abord, la situation sécuritaire et humanitaire dans le Kasaï, toujours préoccupante jusque-là. L'USAID a annoncé un financement de plus de 8 millions de dollars pour la réponse humanitaire